Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Direct. Il est un petit peu plus de 19h au Caire, 19h04 plus précisément, soit 17h temps universel. Nous sommes ensemble pendant une heure pour parler d'actualité. Alors comme vous savez, deux volets, le volet récit sur l'actualité. Le deuxième volet, on va parler de l'éducation en Égypte avec nos invités spécialistes dans la question. Mais on va commencer par l'actualité mondiale. Syrie tout d'abord. Les rebelles reculaient nettement lundi à Alep face aux forces du régime syrien qui espèrent faire rapidement tomber la principale force de ce qu'on pourrait considérer comme l'opposition grâce à ses moyens militaires supérieurs et l'aide de ses alliés étrangers. Prêts à tout pour échapper aux bombardements dévastateurs et aux combats de rue, des milliers de civils par contre fuient vers la zone, les zones les plus sûres après avoir résisté pendant des mois au siège imposé par le régime. Yara Choucha pour plus de détails. Des familles entières sont ainsi arrivées vers les zones plus sûres après avoir résisté pendant 4 mois au siège imposé par le régime, ne portant que leurs habits dans les quartiers encore contrôlés par les rebelles où des habitants leur ont donné des couvertures pour affronter le froid de la nuit. En perdant un tiers d'Alep-Est, les rebelles essuient leur plus grand revers depuis 2012. Si cette déroute s'accentuait, les groupes anti-Assad perdraient la moitié de la capitale économique de la Syrie. Après avoir mis en échec plusieurs offensives du régime depuis un an, ils sont cette fois-ci submergés par la vaste opération terrestre et aérienne lancée le 15 novembre par l'armée avec le soutien de combattants étrangers. La lutte est devenue trop déséquilibrée car nous affrontons l'Iran et la Russie, des milices venues du monde entier, a déploré Yasser al-Yousef, un responsable du groupe rebelle Noureddin al-Zinki, un des principaux d'Alep. L'aviation détruit tout méthodiquement, zone par zone, a-t-il ajouté, alors que les rebelles sont dépourvus de moyens de lutte anti-aérienne. La prise d'Alep par le régime serait un tournant dans la guerre qui dévaste la Syrie depuis 5 ans et demi, car elle montrerait que l'opposition est incapable d'avoir un succès majeur sur le plan militaire et de se poser comme alternative face à Damas selon les experts. La perte d'Alep-Est marquerait en outre la défaite des alliés de l'opposition et elle renforcerait en revanche les soutiens de Damas, au premier rang desquels la Syrie qui a fortement contribué à faire reculer les rebelles depuis le début de son intervention en septembre 2015. La communauté internationale a gardé le silence sur l'évolution des combats de ces derniers jours. L'ONU s'est alarmée à de nombreuses reprises du sort des civils, mais n'évoque plus de reprise des négociations de paix. Quant aux États-Unis, ils sont paralysés dans l'attente de l'arrivée de Donald Trump. Les combats des derniers jours ont provoqué ce week-end une fuite de près de 10 000 civils, dont 6 000 vers la petite enclave de Sheikh Maqsoud, contrôlée par les forces kurdes, qui ont de leur côté profité de la déroute des rebelles pour contrôler le quartier de Sheikh Fares. On part aux États-Unis. Le président élu des États-Unis, Donald Trump, a dénoncé dimanche soir donc une grave fraude électorale le 8 novembre, affirmant sans en apporter la preuve que des millions de gens avaient voté illégalement au scrutin qu'il a remporté contre Hillary Clinton. Le républicain a largement gagné la présidentielle américaine en empochant le scrutin universel indirect. 290 grands électeurs contre 232 pour sa rivale démocrate. Le récit signé Yara Choucha. En pleine transition du pouvoir à la Maison-Blanche, une polémique a enflé tout au long du week-end de Thanksgiving. Une ancienne candidate indépendante à la présidentielle, l'écologiste Jill Stein, a décidé de réclamer des recomptages de voix dans les États du Wisconsin, de Pennsylvanie et du Michigan. En plus d'une victoire écrasante au sein du collège électoral des grands électeurs, j'ai gagné le vote populaire. Si vous déduisez les millions de gens qui ont voté illégalement, a accusé dans un tweet rageur le 45e président des États-Unis qui remplacera le 20 janvier le sortant Barack Obama à la Maison-Blanche. À la fin de sa campagne, lorsque tous les sondages le donnaient battu contre Hillary Clinton, Donald Trump avait maintes fois averti que le résultat de la présidentielle risquait d'être truqué. Il n'en avait bien sûr plus reparlé depuis sa victoire surprise du 8 novembre. Mais dimanche soir, de retour à New York, il a dénoncé sur Twitter une grave fraude électorale en Virginie,
Hampshire et en Californie, 3 États remportés par Hillary Clinton. Ni lui, ni ses conseillers n'ont apporté la moindre preuve de ces allégations et les observateurs électoraux le 8 novembre n'ont jamais fait état de fraude. Et pour terminer, la Grande-Bretagne, la première ministre britannique Theresa May recevait aujourd'hui son homologue polonaise Beata Szydło à Downing Street pour des discussions essentiellement centrées sur les conséquences du Brexit. Madame May a annoncé qu'elle déclencherait d'ici fin mars 2017 donc la procédure officielle en vue de la sortie effective et le divorce total donc de l'Union européenne avec le Royaume-Uni. Les détails dans ce récit. Cette rencontre intervient 5 mois après le vote des Britanniques en faveur de la sortie de l'Union européenne qui nourrit les inquiétudes à Varsovie concernant le sort des quelques 800 000 Polonais partis vivre au Royaume-Uni, où ils constituent l'une des plus importantes minorités nationales. Je suis déterminée à faire en sorte que le Brexit ne fragilise pas nos liens avec la Pologne, mais serve au contraire de catalyseur pour les renforcer, a déclaré dans un communiqué la conservatrice Theresa May avant la rencontre entre les deux chefs de gouvernement accompagnés de 14 ministres. Nous espérons, et je pense de l'Europe aussi, que les futures relations avec l'UE seront aussi étroites que possible et basées sur des principes de proportionnalité et d'équilibre quant aux droits et obligations, a écrit la première ministre polonaise dans une tribune dans le Daily Telegraph lundi. Nous avons besoin d'un bon compromis qui offre à nos deux pays les meilleures options de coopération économique et en matière de sécurité. La Pologne sera un partenaire constructif, mais l'initiative pour fixer les ambitions et attentes du Royaume-Uni quant à ses relations avec l'UE doit venir de Londres, a-t-elle ajouté. Madame May a annoncé qu'elle déclencherait d'ici à fin mars 2017 la procédure officielle en vue de la sortie effective du Royaume-Uni de l'UE. La première ministre britannique souhaite réduire l'immigration en provenance de l'UE tout en conservant un accès maximal au marché unique pour les sociétés britanniques, ce qu'ont exclu les dirigeants européens favorables au maintien de la libre circulation de personnes. Les ministres polonais des Affaires étrangères et de l'Intérieur se sont rendus à Londres début septembre après une attaque contre 2 de leurs ressortissants à Harlow. Quelques jours plus tôt, un ouvrier polonais avait été tué dans cette même ville, située au nord-est de Londres par une bande de jeunes. Le ministre britannique de la Défense, Michael Fallon, a par ailleurs confirmé lundi le prochain déploiement en avril 2017 d'environ 150 soldats en Pologne dans le cadre du renforcement de la défense européenne face à la Russie.
Ravie de vous retrouver et une nouvelle édition de Direct. La situation économique en Égypte, où on est exactement. De la situation en Irak où la violence atteint des sommets. Nous allons également parler de la Syrie avec la participation ou la non-participation de l'opposition à la conférence Genève 2. C'est dans la joie et la bonne humeur que les Égyptiens sont descendus par milliers pour célébrer les 40 ans de victoire de la guerre d'octobre. La rédaction de la nouvelle constitution va s'inspirer des anciennes constitutions, mais avec les revendications de janvier 2011 et de 30 juin 2013. Direct aux horaires sur Nile TV International. Alors aujourd'hui, on va parler d'éducation. En fait, cette émission, elle entre un peu dans l'actualité. Et surtout, il y a un reportage qui nous a choqués, à beaucoup d'Égyptiens. Il y a quelques jours, un micro-trottoir a été réalisé par une chaîne concurrente. Donc c'était en langue arabe, évidemment, et a été diffusé. Alors la journaliste, une jeune demoiselle, qui pose des questions à des élèves donc de collège et de lycée. Alors des questions, attention, très pièges, attention. La première question qu'elle avait posée, c'était: la guerre de 1973 a eu lieu en quelle année? Très compliqué. L'alphabet en anglais, attention, ça c'est aussi une question piège, très compliquée. Et alors, ces questions-là, on était tous atterrés, enfin la majorité a été atterrée de voir que les élèves n'avaient pas réussi à répondre. Et le présentateur, quand le commentaire ou le reportage a été terminé, a dit: c'est une éducation poubelle. Bon, c'est un peu violent, on va voir ça ensemble. Nous, on va essayer d'éduquer un peu, on va essayer de voir le pour et le contre quand même. Bon, et finalement, en fait, cet animateur, il n'a pas dit ça de son réchef, il a finalement dit ce que pensent beaucoup de parents et beaucoup d'élèves ici en Égypte. Alors, quelle est la cause de ça? Quelle est la cause de cet échec? Est-ce qu'il y a des solutions envisagées? Quelles sont-elles? On va voir ça avec nos invités. Et notre premier invité ce soir, c'est Dr Ania Kamar, maître de conférence en histoire des idées. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, tout d'abord, on parle d'éducation. Alors, lui, il a dit éducation poubelle, l'animateur. Il a dit ça. Oui, mais en même temps, on met la faute sur l'éducation, mais on ne met jamais la faute, ou rarement, sur la faute sur l'élève. On ne parle jamais de décrochage, que l'élève a décroché. On ne parle pas non plus d'échec scolaire. Il n'y a pas cette faute sur l'élève, mais plus sur le système. Est-ce que les élèves égyptiens sont victimes de ce système, selon vous? Oui, moi je pense tout à fait que les élèves égyptiens sont victimes de ce système, que d'ailleurs je pense qu'il n'y a pas vraiment de système. C'est-à-dire, nous devons d'abord planifier et mettre un plan précis avec un objectif et puis des étapes pour atteindre cet objectif, pour avoir en fin de compte un citoyen égyptien qui puisse faire progresser ce pays.
Donc, nous n'avons pas de système. Je ne mets pas personnellement la faute sur l'élève, parce que d'abord, je dois encourager l'élève à travailler à l'école. L'élève doit aimer l'école, aimer son professeur, et à partir d'un programme bien élaboré par des spécialistes, ce qui n'est pas le cas actuellement. Quels sont les points qui font aussi autant détester l'école? Je vais vous dire. Autant détester l'école, tout d'abord, le professeur n'est pas toujours formé pédagogiquement pour enseigner correctement aux élèves. On est toujours à l'ancienne école, souvent on voit même les maîtres avec des bâtons, enfin ça marche à l'ancienne, il n'y a pas de... Souvent c'est à l'ancienne, et puis actuellement on a recours à des personnes diplômées, fraîchement graduées de l'université, si vous voulez, avec une licence qui ne date pas de longtemps, qui n'ont pas d'expérience et qui par conséquent prendront un salaire qui n'est pas très haut. Donc ça devient une opération, si vous voulez, ou un commerce. Alors, voilà. et ça, on va en parler parce que ce n'est pas un problème qui est lié à l'Égypte. Il y a très peu, une chaîne française, France 2 plus précisément, avait diffusé un reportage. C'était un journaliste qui avait été audacieux, qui avait postulé en fait en tant que prof. Et je peux vous dire que c'est aussi effarant. C'est-à-dire qu'il y a des académies en France où il y a tellement de manque qu'on est prêt à prendre n'importe qui. Donc ça, c'est un peu le problème de l'éducation. On va voir quelles sont les spécificités en Égypte. Alors, vous avez parlé d'un personnel qui n'est pas très bien formé. Qu'est-ce qui peut encore rendre l'élève réticent face au système scolaire? Les programmes. Quand je parle d'enseignement, j'ai en fait 3 éléments. J'ai le professeur, j'ai le programme et j'ai l'élève. Le programme doit être un programme basé sur, comme je vous ai dit, une vision d'un futur citoyen égyptien. Donc la première étape, de mon point de vue, c'est préciser l'image d'un citoyen égyptien qui puisse faire progresser ce pays. Donc un citoyen égyptien que je voudrais avec un esprit ouvert, qui accepte l'autre. Un citoyen égyptien qui ait l'esprit aussi analytique, critique, qui soit fier de son pays, qui soit fier de la culture, de sa culture, de son histoire, et qui soit capable aussi d'aller de l'avant, d'aller vers l'autre. Alors, on commence par dire que les élèves sont victimes du système éducatif égyptien. Je veux bien croire. Tout à fait. Maintenant, si on regarde les Égyptiens à l'étranger, moi j'ai pas l'impression que les Égyptiens à l'étranger brillent de leur éclat, que ce soit en France ou en Europe. Il y a des élèves brillants égyptiens, bien entendu, il n'y a aucun problème, ici et ailleurs. Mais avec un système performant comme en Allemagne, en France, en Suède, dans des pays qu'on pourrait dire très développés, je n'ai pas aussi l'impression que l'élève égyptien soit aussi brillant que ça. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quand même une part de responsabilité chez l'élève ? Alors, tout d'abord, je vais dire que l'élève égyptien à l'étranger, parce que moi-même, mon fils était dans une école en France, en primaire et au collège, et actuellement, il est à l'université en France. Donc, il était parmi les meilleurs élèves. Peut-être que c'est je veux dire pas le meilleur, mais en France aussi, il n'y a pas cette division, cette répartition des élèves. On dit qu'il y a de bons élèves et des moyens, et rarement on dit qu'il y a de mauvais élèves, pour les encourager, toujours. Donc je veux dire que, par exemple, parmi les matières, il y avait une matière qui était la technologie. C'était en... Il y est toujours d'ailleurs. Voilà, donc c'était au collège, première année du collège et deuxième. Donc la technologie, il apprenait par exemple à construire une voiture télécommandée, à imaginer la construction et fabriquer lui-même un pont sur lequel puisse circuler une voiture sans que le pont bouge, par exemple. Donc je veux dire qu'on fait appel à la créativité quelque part chez l'élève. Et ce n'était pas vraiment noté, ou ce n'était pas une matière où on pouvait réussir ou ne pas réussir, vous voyez. C'est juste un apprentissage, un entraînement. Je veux dire aussi autre chose, pendant ces études primaires, ou en général pendant les études primaires en France, on apprend aux élèves depuis leur bas âge à faire des exposés, à chercher scientifiquement la matière scientifique donc sur Internet, sur un sujet quelconque. Oui, excusez-moi, je vous coupe, parce qu'en fait, le but de la question était de savoir, votre fils, tant mieux, il a fait partie des bons élèves, et je répète, il y a de bons éléments ici, là-bas et ailleurs. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que
est-ce que vous, évidemment, vous avez côtoyé la communauté égyptienne qui est en France. Oui. Est-ce que vous avez entendu parler d'élèves qui brillaient grâce au système français ou moi de mon côté je sais pas ce que il y avait des deux côtés, hein. Il y avait des bons, il y avait des moins bons, mais ce que je veux dire c'est que le système certes a une part de responsabilité, mais il y a aussi l'élève aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi je pense que le système encourage l'élève. Je ne peux pas imposer aux écoles d'avoir des élèves qui sont tous brillants, ni brillants en Égypte, ni brillants en France, mais qu'ils soient bons. C'est-à-dire qu'ils aient un niveau correct, qu'ils aient une façon de penser, de réfléchir plus tard, qui soit une façon, par exemple, logique, analytique, critique. Ça, ce n'est pas le cas dans nos programmes. On ne peut pas créer une personnalité de la sorte en Égypte. Tandis qu'à l'étranger, brillant ou pas, mais essentiellement, il peut réfléchir correctement. Il a des étapes dans sa façon de voir des choses, dans sa façon de porter des jugements. Si vous posez une question à un élève promu d'école égyptienne et un élève promu d'école française ou autre, vous allez trouver que celui promu d'école égyptienne est un petit peu réticent. Il n'arrive pas à réfléchir rapidement. Oui. Il n'a pas aussi confiance en lui. Donc ça, ce sont des choses que l'on doit absolument lui apprendre à l'école. Le bachotage, c'est ce qu'on va voir ensemble un petit peu plus tard. Alors ça fait, en plus de 20 ans, ce qu'on peut dire, c'est que quand même les différents ministres d'éducation sous Moubarak, parce que c'est lui qui a duré le plus longtemps dans ce pays, ont anéanti la scolarité publique, le système public. C'est-à-dire qu'on a assisté à une chute depuis les années 90 où on sait que les écoles publiques étaient les écoles de référence pour les Égyptiens. Oui. Maintenant, ce sont les écoles privées. Alors qu'avant, c'était l'inverse. L'école privée, c'était parce que l'élève était, il n'avait pas un bon niveau. Voilà, n'avait pas un bon niveau. Il n'était pas accepté dans les écoles publiques. Tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que ces dégâts sont irréparables? Non, je pense qu'ils ne sont pas irréparables. Aucun dégât n'est irréparable, à mon sens. Moubarak a duré très longtemps, c'était une politique qui n'a pas favorisé l'enseignement. Moi, je pense que dorénavant, on doit accorder à l'enseignement l'importance primordiale. Si nous voulons que ce pays progresse, si nous voulons avoir vraiment un peuple, parce qu'on a un problème dans le comportement du peuple même, la façon de penser du peuple même. Donc si la culture, si vous voulez, du peuple, donc si l'on veut arriver à faire progresser ce pays, il faut commencer impérativement par l'enseignement. C'est-à-dire que si l'éducation n'était pas privilégiée, c'est-à-dire que ce sont les moyens qui ont été enlevés, c'est la bureaucratie, qu'est-ce qui a pu anéantir finalement ce système? En fait, c'est tout ce que vous venez de dire. Je suis un peu fort, mais enfin, non, mais le faire chuter déjà. Je suis d'accord avec le mot anéantir. Bon. C'est ce que je vois malheureusement. Je pense que c'est d'un côté, il n'y a pas assez de fonds qui sont consacrés donc au développement de l'enseignement, que ce soit au niveau des écoles, des collèges, des lycées et même l'enseignement supérieur. Donc pas assez de fonds, ça c'est d'un côté. Nous avons d'un autre côté aussi que les personnes qui sont responsables de mettre un plan pour arriver à un but, je pense que ce ne sont pas les bonnes personnes qu'on choisit. Ouais. Il faut choisir des spécialistes, il faut choisir des gens aussi qui ont le sens du patriotisme, de l'appartenance, qui veulent vraiment servir l'Égypte et commencer par planifier. Oui, mais vous savez, moi, cette histoire de servir l'Égypte, mais tout le monde sert l'Égypte dans ce pays. Pas vraiment. Mais non, mais vous savez, chacun, personnellement, depuis que je vis ici, je ne connais personne qui veulent du mal à ce. Tout le monde aime ce pays. Oui. Vous voyez, mais c'est peut-être la manière de faire qui n'est pas correcte. Parce que je trouve que derrière la bannière de je sers le pays, on peut cacher les bêtises, tout ce qui est mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je fais du n'importe quoi. Ah mais non, mais je me suis débrouillé pour servir le pays. Oui, mais c'est du n'importe quoi quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ce que je veux dire en fait, c'est de ne pas être indifférent. Ouais. Ce n'est pas bien sûr faire du mal. On aime tous notre pays, ça c'est sûr et certain. Mais je veux dire ne pas être indifférent, parce qu'il y a certaines personnes qui baissent les bras. Il y a certaines personnes qui disent mais ça ne me regarde pas, je suis tranquille comme ça. C'est ce que je voulais dire par là. Donc je veux dire qu'il faut avoir la volonté
de vouloir faire progresser ce pays vraiment. Et il faut choisir les bonnes personnes dans les bons postes. Une personne qui a la capacité, une vision claire de comment faire progresser donc le système éducatif avec des étapes claires et précises. Et si jamais on est obligé de changer de ministre, bien que le nouveau ministre suive la même politique, je veux dire le même plan élaboré par des spécialistes pour faire progresser ce domaine-là ou autre aussi. On parle de l'augmentation de la démographie. Est-ce qu'elle est vraiment un problème? Est-ce qu'elle a eu un impact sur ces études d'éducation? Oui, quel est cet impact? Bien sûr, bien sûr, parce que actuellement nous avons des classes surpeuplées, bien sûr, dans les écoles publiques. Quand j'ai une classe surpeuplée en tant que professeur, je ne peux pas donner la même qualité d'enseignement qu'avec une classe, par exemple, de 20 élèves. Donc c'est très difficile. Et il n'y a pas les moyens de construire de nouvelles écoles? Alors, moi je pense que nous savons que nous passons tous par une crise économique. Non mais avant, là c'est une chose, là je veux dire, ça c'est un cas particulier, mais je parlais d'avant. Il n'y avait pas eu de fonds? Il y avait des fonds, mais qui n'étaient pas consacrés à l'enseignement. Un délaissé quoi. Enfin, tout à fait. L'enseignement, et aussi, il ne faut pas oublier, c'était aussi la santé à côté de l'enseignement. C'était complètement délaissé. Ce qui a fait que la catastrophe dont on est maintenant. Sinon, quel système est-ce que vous pouvez envisager pour un pays comme l'Égypte? Sans vouloir, alors peut-être s'inspirer des autres systèmes, enfin, qu'est-ce qui pourrait convenir à ce pays, à son histoire, à l'évolution de son histoire, à ce qu'il a vécu? Alors, les systèmes, bien sûr, il faudrait tout un groupe de spécialistes pour mettre ce système. Tout d'abord, moi je pense que, et c'est très très important, dans les écoles primaires, d'accorder l'importance à la moralité, aux valeurs, aux traditions. Donc, je pense que c'est très important d'intégrer dans les programmes, si vous voulez, une matière nouvelle qu'on appellera peut-être valeur, moralité ou autre. Donc à partir de cette matière-là, il faut savoir qu'est-ce qu'on va inculquer comme valeur aux jeunes Égyptiens pour qu'après, ils puissent nous donner le résultat qu'on veut, l'image qu'on veut. Que ce soit un citoyen, bien sûr, comme je viens de dire, correct, intègre, qui puisse mener le progrès. Donc ça, c'est une chose. Je pense qu'il est impératif d'intégrer une matière sur la moralité en primaire, au collège également. Ça, c'est d'un côté. Oui, d'un autre côté, la technologie, aussi une matière sur la technologie qui sera peut-être au collège. Un troisième point aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, la recherche. Depuis les classes primaires, il faut encourager les étudiants à la recherche. Et une matière aussi sur la culture, parce que nos jeunes actuellement, dans les universités, ou même quand ils ont terminé leurs études universitaires, n'ont pas une culture acceptable. Ils sont très superficiels, malheureusement. Ils ne lisent pas, ils ne regardent pas les infos même. Alors que ce n'était pas le cas, je veux dire, quand on parle de l'âge d'or de l'Égypte dans les années 50, malheureusement, tout ça s'estompe au fur et à mesure. On a eu des grands penseurs comme Rifat Tahtawi, par exemple, qui est le Jules Ferry, égyptien. Et qu'est-ce qu'il avait en tête quand il a voulu réformer et innover l'éducation à l'époque ? En fait, il voulait justement le progrès de l'Égypte. Rifat Tahtawi a vu ce qu'actuellement les gens ne voient pas, malheureusement. C'est-à-dire que, comme il a voyagé à l'étranger, donc il a voulu transformer l'Égypte en un pays modèle au niveau de l'éducation. Donc c'est pour ça qu'il a commencé à moderniser les programmes et à innover. Et ça a marché à l'époque. Ça a très bien marché. Pourquoi ça a marché? Ça a marché parce qu'il y avait un environnement qui encourageait cela. Donc tous les responsables, tout l'environnement, même le peuple marchait dans cette même direction. Voilà. Et donc ce qui a fait que ça a marché. Donc il y avait une volonté de la part des dirigeants et du peuple. Tout à fait. Ouais. D'accord. Ce qui n'est pas visible actuellement. Ce qui n'est pas visible actuellement, je pense que les responsables et dirigeants ont besoin
d'assimiler le fait que l'enseignement, c'est vraiment ce qui va nous mener au progrès que l'on veut pour notre pays. Et pour le peuple, est-ce que le peuple a conscience? Est-ce que les Égyptiens actuels ont conscience que l'éducation joue un rôle important? Non, je ne pense pas trop. C'est-à-dire, les personnes qui sont conscientes de cela sont minoritaires et ont peut-être une certaine culture ou sont hautement diplômés. Mais la majorité du peuple, je ne pense pas, parce qu'ils ont quelque part perdu confiance en la capacité ou même l'efficacité de l'enseignement. Donc, je pense qu'il faut à travers les médias, il faut à travers aussi le discours des dirigeants, faire en sorte de redonner confiance au peuple, à avoir confiance à l'enseignement dans ces divers cycles. Mais vous avez évoqué qu'il n'y avait pas de système, tout à l'heure vous l'avez dit, est-ce que oui. Est-ce que ça ne serait pas en mettant en place un système, avec le peu de moyens, on n'est pas non plus, on peut commencer très simplement pour agrandir petit à petit. Est-ce que ce n'est pas ça qui pourrait redonner la confiance? Oui, tout à fait. Donc il faut le peuple, pour qu'il soit convaincu et pour qu'il ait confiance au système éducatif, il faut d'abord, bien sûr, mettre un plan, élaborer un système et le suivre. Donc, bien sûr, c'est à partir de cela que le peuple aura confiance. Mais sans système, sans politique précise, sans discours direct et précis sur l'enseignement et sur une politique et un plan de l'enseignement, le peuple n'aura jamais confiance. Oui, mais alors, encore une fois, je sais que je l'ai posé, mais encore une fois, un pays comme l'Égypte, avec sa situation politique, géostratégique, et historique, je veux dire, et sa vision de son économie, etc., quel pourrait être le système qui lui conviendrait? Il y en a beaucoup. Alors, il y a le système français qui... on dit qu'il est un peu dirigiste, hein, mais en tout cas, bon, c'est en ce moment, on est en train de voir qu'il est plus élitiste qu'autre chose. On a un système allemand où les élèves sont un peu plus libres, surtout dans l'université, où les élèves choisissent leur matière et peuvent rester des années à l'université, mais finalement sont formés comme ils le veulent. Après, vous avez des systèmes où, dans les pays nordiques où carrément on enlève tout ce qui pourrait... On a pensé à enlever les devoirs, on a pensé à enlever les contrôles, etc. Donc, c'est chacun, finalement, sa vision des choses, bon, concernant sa situation politique, géostratégique, historique, etc. Qu'est-ce qui pourrait convenir à l'Égypte? Moi, je pense que... donc, on a dit qu'il fallait modifier les programmes et les innover un petit peu, et les alléger surtout, et les rendre beaucoup plus efficaces. Il faut aussi, vous avez parlé d'évaluation, donc oui, justement, moi, je pense que dans un nouveau système d'enseignement, surtout dans les écoles primaires et au collège, je pense qu'il faut supprimer les examens du mois, de fin de mois, que ce soit que l'élève... Un contrôle continu, comme à la française. Continue, tout à fait, et même en primaire, à supprimer les examens de fin d'année que je pense qu'ils ne servent à rien. Je pense que l'élève doit être évalué sur son travail en cours, sa participation donc en classe, sur des recherches qu'il va devoir faire, et également donc sur de petits quiz ou de petits tests, si vous voulez, de temps en temps, des contrôles continus, comme vous venez de dire. Et donc c'est à partir de tout cet ensemble-là que j'évalue l'élève. Mais évidemment, pour faire ce système, il faut du personnel et il faut des enseignants. Alors on a parlé des enseignants qui sont fraîchement diplômés, qui rentrent dans le système sans formation, etc. Est-ce que le métier d'enseignant continue d'attirer en Égypte? Le métier d'enseignant continue d'attirer pour une seule chose, pour être franche, c'est juste pour les cours particuliers parce que ça ramène beaucoup. Soyons francs. Donc ça ramène énormément d'argent pour les cours. C'est un grand business. C'est un business qui rapporte gros. Voilà. Donc en fait, moi je propose de former les enseignants. Former les enseignants à partir de stages pédagogiques, à partir de stages sur de nouveaux programmes, donc comment les enseigner. Aussi apprendre aux enseignants d'avoir une méthode interactive en classe.
ce n'est pas toujours l'enseignant qui doit parler. Il doit faire participer... Plus de cours magistral, mais plutôt des cours interactifs. Voilà. Exactement, des cours interactifs, des cours aussi où l'on pourrait avoir recours à des exercices sur Internet. Donc des cours, il faut diversifier un petit peu les cours et donner des stages aux enseignants pour qu'ils soient à la hauteur. Quand l'enseignant est capable de, s'il est capable de faire ça, je veux dire, comment est-ce qu'avec des salaires très bas, parce que vous parlez des cours particuliers, mais je veux dire, cours particuliers, c'est un peu le fruit du hasard, hein, c'est un peu la célébrité du prof. Il y a des professeurs qui sont multimillionnaires avec ça, tout le monde le sait, c'est vraiment sans exagérer. Il y a des professeurs qui sont devenus millionnaires avec les cours particuliers. Tout à fait. Et il y a surtout pour le bac. Ouais, surtout pour ce qu'on appelle Sanoya Ahmad, donc le bac égyptien, où des professeurs remplissent des stades. Ça, c'est quand je suis venu en Égypte, c'est un truc qui m'a... Bref, mais par contre, pour ceux qui n'ont pas cette chance-là, ce sont des salaires très bas, 500, 700, 1000 livres. Oui. Alors que la livre maintenant a chuté. Comment est-ce que vous voulez attirer les gens avec ça? Mais c'est pour ça que justement, moi je pense que l'État doit accorder plus de fonds à l'enseignement, au ministère de l'enseignement et de l'éducation, que ce soit donc ce ministère-là ou bien même au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Accorder plus de fonds, améliorer la situation du professeur, comme vous venez de le dire, améliorer sa situation. Je ne dis pas qu'on va lui donner des milliers et des milliers parce que ça ne sera pas possible, mais lui accorder une vie quand même assez correcte, par un salaire correct. Sans devoir essayer de penser aux cours particuliers et à faire son cours en classe. C'est un des reproches qu'on fait au système. Le prof ne fait pas son cours en classe. Quelles sont les raisons ? Parce que tout simplement, le prof n'arrive pas à vivre avec son salaire, donc il se voit obligé de recourir aux cours particuliers. Je pense que aussi il faut que ce prof-là, ou bien que les futurs professeurs plutôt, c'est pour ça que je dis toujours, il faut inculquer aux nouvelles générations le sentiment d'appartenance, la valeur du travail, le patriotisme, etc. Donc toutes ces valeurs-là, c'est pour avoir de nouvelles générations qui seraient capables de donner sans trop penser aussi à tout ce qui est matérialiste. Ouais. Et pourtant, il y a des professeurs, et j'en ai connu, qui étaient de formation de médecins, d'ingénieurs, mais qui sont rentrés dans l'enseignement, qui ont été passionnés par cet enseignement. Est-ce que à ces professeurs, on leur donne l'occasion d'être formés et d'évoluer dans ce métier? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je connais aussi des professeurs qui sont même avec un doctorat et qui enseignent. Très bien. Alors, je vous coupe, mais on a au bout du fil donc Dr Chérine Sabet, spécialiste en développement humain et en éducation. Dr Chérine, merci d'être avec nous. Merci. Alors, on n'a pas le plaisir de vous avoir ce soir, mais on vous a par téléphone, c'est déjà ça. On parle du système éducatif égyptien. Si on fait un bilan à l'heure actuelle, comment vous l'estimez? Franchement, l'idée, c'est pas l'éducation, autant que c'est la culture de l'individu qui fait transmettre les cours pédagogiques pour les élèves. Parce que notre cours ici en Égypte, notre système pédagogique en Égypte, même si c'est dans les écoles internationales, c'est très bien. Mais toujours le problème, c'est avec l'individu ou le professeur ou la maîtresse qui fait transmettre les études à l'étudiant. Parfois, tu trouves un étudiant qui aime le sujet parce qu'il aime sa maîtresse ou il aime son professeur. Et parfois, tu trouves un élève qui déteste toute chose de ce sujet à cause de son professeur. Oui. Alors, c'est ça ce que je dis toujours, qu'il faut traîner le prof, comment transmettre les études à un élève. Donc vous êtes d'accord, comme Dr Rania, vous êtes tout à fait d'accord qu'il n'y a pas de formation pour les professeurs. C'est un problème de fond ou c'est un problème de négligence? Ah, d'accord. Presque les deux. Presque les deux, d'accord. Parce que les deux, parce que maintenant, nous avons un autre problème essentiel avec nos enfants, que tu dois leur transmettre une culture pour que tu puisses passer l'instruction des sujets. D'accord?
Et ça, c'est des cultures, je crois bien que la culture que tu transmets pour les élèves, c'est un part et une partie très essentielle dans l'attitude des élèves. D'accord? Parce que un jour, tous ces élèves seront qui prennent soin des malades, sera un ingénieur qui prend soin des projets en Égypte. Alors, tous les étudiants, ils vont trouver une sorte de culture pour transmettre leurs services qu'ils ont vécus. Tu me comprends? Oui. Est-ce qu'il y a eu, selon vous, des visions égyptiennes concernant l'éducation? Si oui, lesquelles? Et pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas... Est-ce qu'il y a eu quoi? Je n'entends pas bien. Des visions égyptiennes de personnes. On a parlé de Rifat Tartawi avec Dr Rania. Est-ce qu'il y a eu des gens qui l'ont suivi dans cette vision de progrès de l'éducation en Égypte? Si oui, quels ont été les principaux points et qu'est-ce qui a pu les freiner au cours de l'histoire? D'accord. Je ne peux pas vous donner une claire réponse pour cette question parce que tu parles de quelle partie? Tu parles de partie scolaire nationale de notre pays ou des parties internationales? Ah non. Là, on parle du système public éducatif égyptien. C'est-à-dire que là, le IB, tout ça, j'en parle pas. Je parle vraiment du système éducatif égyptien, 100% égyptien, public. D'accord. De mon point de vue, que le système public égyptien, moi je trouve des écoles publiques dans les provinces, autour du Caire, autour d'Alexandrie, ils sont très magnifiques, avec les professeurs et avec les élèves et les étudiants, et avec même les directrices. Pourquoi? Parce que la culture dans ces citoyens, ou dans ces villages, est une culture très serrée et très claire. Ils ont des conditions avec lesquelles on ne peut pas dépasser les concepts. Ce que je veux dire qu'à la fin, hors du Caire, il y a une autre culture, il y a un autre comportement des attitudes. Alors, même les professeurs, quand ils transmettent des études aux enfants, ils sont toujours obligés de ne pas casser les conditions et les attitudes de la société où ils sont. Alors, tu dois respecter la société pour donner les études. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. On va reparler de toutes les façons. Vous avez donné un point très important qui est cette disparité entre, c'est vrai, une ville du Caire qui est surpeuplée et certaines villes ou certains villages. Et on ne le voit pas que dans l'éducation, on le voit même dans la santé, par exemple, où, à titre personnel, j'ai pu visiter un hôpital public dans la ville de Marsa Matruh, une ville qui n'est pas très peuplée sur la côte nord égyptienne. Cet hôpital public, j'avais l'impression que c'était du niveau d'un hôpital privé et extrêmement cher ici au Caire. Donc c'est vrai que c'est un point intéressant sur lequel on pourra discuter avec notre invité. Les solutions, selon vous, quelles pourraient être les solutions? Moi, il n'y a pas beaucoup de solutions. C'est une seule solution qui se fait il y a déjà 100 ans, surtout en Égypte. D'accord? Il y a des peuples, il y a des pays et il y a des gens qui sont déjà experts pour l'éducation. Moi, je trouve que les Anglais et les Français, dès les années 1900, ils venaient là en Égypte pour faire les missions éducatives. Il faut toujours les recevoir. Et il faut aussi respecter que... Oui, mais vous savez, regardez, Dr Chérine, si je prends de nombreux pays, allez, prenons le Japon par exemple. Le Japon, je veux dire, il n'a pas eu de mission particulière chez lui. Après deux bombes atomiques, il a décidé de se reconstruire et il a misé... Tu ne peux pas se comparer avec les Japonais ni n'importe qui de l'Asie, monsieur. Parce que tu dois comprendre la culture basée pour l'éducation. Tu comprends? Moi, quand j'aille à l'Asie pour visiter des écoles, ce ne sont pas des écoles, ce sont des places où on fasse des prières. Vous me comprenez? Alors... C'est-à-dire, non, je ne comprends pas ce passage. C'est-à-dire? C'est une autre culture, les Japonais de l'Égypte. Les Français ont fait une bonne... D'accord. Les Français ont fait une bonne mission en Égypte juste parce qu'ils ont respecté la culture égyptienne.
D'accord. Donc, peut-être prendre l'expérience, selon vous, c'est vraiment prendre les expériences... Vous me parlez maintenant, je suis parmi les enfants, on leur donne des classes d'art à notre institut, et il y a des enfants qui viennent des écoles publiques, ils sont magnifiques. Je trouve les élèves des écoles publiques faut toujours garder beaucoup mieux que les autres. Bien sûr. Merci à vous, Dr Chahine Savet, spécialiste en développement humanitaire. Je vais reprendre un point que Dr Chahine a soulevé, c'est cette disparité entre le Caire et différentes villes. Vraiment, quand on sort du Caire, qui est encore une fois surpeuplé, on voit des choses qui nous étonnent, des infrastructures publiques, hôpitaux, écoles, qui nous étonnent par leur... alors, c'est pas non plus la... si, l'hôpital que j'ai vu, c'était vraiment de la haute technologie. C'était quelque chose de spécialisé en cardiologie. Ils avaient les dernières technologies. Alors, les écoles, peut-être pas non plus. Mais je veux dire, il y a quand même une différence. Comment ça se fait? Ça se fait justement parce qu'au Caire, c'est trop surpeuplé. C'est vraiment la démographie le problème. Tout à fait. Donc, ce qui fait que la qualité des services diminue. Alors, imaginez, par exemple... est-ce que les parents égyptiens accepteraient que leur fils ou leur fille, on leur dit, bon écoutez, dans votre quartier, il n'y a pas assez d'écoles, nous on ne veut plus avoir 70 élèves dans la classe, du coup on va déplacer certains élèves, délocaliser, voilà, on va garder, je sais pas moi, un système où on dit, ce sont les meilleurs qui vont rester là parce qu'ils méritent, il faut bien qu'on leur donne un petit quelque chose à ces meilleurs élèves, et les autres, on va les mettre dans les quartiers, 6 octobre, enfin les nouveaux quartiers, etc. Est-ce que vous pensez que les parents égyptiens accepteraient? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que les parents... Alors là, on fait comment alors? Je vais vous dire, les parents égyptiens, d'abord, des élèves qui sont dans les écoles publiques, ils galèrent déjà pour gagner leur vie. Surtout actuellement avec l'augmentation des prix et la dévaluation de la livre égyptienne. Donc déjà, ils ont une vie difficile. Donc le fait aussi de déplacer leurs enfants vers des lieux plus loin, comment ils vont faire pour les... C'est vraiment l'argent ou c'est la mentalité? C'est-à-dire que si on leur dit, écoutez, tout est gratuit, bus gratuit, école gratuite, mais vous acceptez que votre fils ou votre fille aille ailleurs? Non, je pense que dans ce cas-là, si on présente donc, ou on fournit les moyens nécessaires pour leur déplacement, on garantit leur sécurité pendant la route, ce qui n'est jamais garanti, mais bon, on leur garantit les moyens corrects, je pense qu'ils pourraient accepter. Et ça serait une bonne solution. Mais il faut dire aussi qu'en France, dans chaque quartier, nous avons une école et un collège et une garderie dans chaque quartier. Donc je pense aussi qu'actuellement, le gouvernement devrait penser à toujours ouvrir une école primaire, collège, lycée et garderie dans chaque quartier. Au lieu de construire des tours de 15 étages dans des quartiers très étroits. Alors, depuis les années 50, le système éducatif égyptien n'a pas changé. Il est momifié. Il ne bouge pas. Figé. Voilà, mais je dirais même momifié, puisqu'on parle d'Égypte. Alors, il a des concurrents sérieux depuis qu'on a un peu privatisé le système scolaire. Alors, il y a le IB, baccalauréat international. Le système français est un bon élève, parce qu'il y a beaucoup d'élèves dans le système français. Système américain qui est réputé plus simple et qui attire beaucoup d'élèves. Donc, il a de nombreux concurrents. Pourquoi est-ce qu'on s'obstine à le garder aussi figé, comme vous dites? On s'obstine à le garder figé justement parce qu'on n'accorde pas la priorité à l'enseignement. Le gouvernement pense que l'enseignement n'est pas essentiel, n'est pas primordial actuellement. Donc, comme je vous dis, les fonds vont vers d'autres ministères. Alors que si on pense correctement, comme vous voulez de citer le Japon, c'est l'enseignement qui crée des nations développées. Ce n'est pas autre chose. Donc il faut que le gouvernement ait la volonté et la conscience de considérer que l'enseignement, c'est la priorité. D'autant que quand on parlait de système tout à l'heure, évidemment on a en tête le fait que l'Égypte souhaite attirer des investisseurs, donc il lui faut de la main d'œuvre, que ce soit des cols blancs ou des cols bleus, mais il faut les former ces gens-là, que ce soit le mécanicien ou l'ingénieur, il faut bien les former. Est-ce que à l'heure actuelle, les étudiants égyptiens sont formés pour le marché du travail? Alors, je voulais vous dire, dans le public toujours. Vous avez touché un point très important, en fait, l'enseignement technique. Donc, il y a 2 points dans ce que vous venez de dire.
D'abord, il faut accorder une importance à l'enseignement technique, ce qui n'existe presque pas en Égypte. En France, nous avons un bac général, nous avons le bac professionnel, nous avons le bac technologique. Donc, je pense qu'on peut aussi actuellement en Égypte créer diverses sortes de bacs. Voilà, ça c'est très très important. Le bac professionnel mène directement à la vie professionnelle et active, directement. Donc l'insertion est beaucoup plus facile. Il est de même pour le bac technologique, pourquoi pas. Donc il faut envisager un petit peu de modifier ce bac général et avoir plusieurs filières. Ouais. Ça c'est d'un côté. D'un autre côté, vous parlez du marché du travail, donc aussi dans les universités, il faut absolument moderniser, innover les programmes dans les universités pour répondre aux besoins du travail. Je pense que du marché du travail, je pense que c'est ce qui est actuellement en cours dans les universités. Donc en fait, pour conclure, d'après tout ce que vous dites, il y a la possibilité de faire quelque chose, bien sûr, mais il faut juste une volonté politique. Il faut une volonté, il faut donner les fonds nécessaires. Volonté politique déjà, et ensuite les fonds nécessaires, puisque bon, on passe un petit peu par... Et troisièmement, j'ajoute juste une bonne planification, une vision correcte, suivie d'un plan, donc, voilà, avec des étapes précises. Donc voilà, je pense que le message est lancé. À bon entendeur, salut. Merci à vous, Dr Rania Kamar, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en histoire des idées. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de mes collègues anglophones. Très bonne soirée à vous. Au revoir.